Eh bien, bonjour à tous. Nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Alors aujourd'hui, on est présents tous ensemble pour euh, présenter ce webinaire qui a lieu dans le cadre des rencontres santé-travail qui ont lieu partout en France aujourd'hui. Alors particulièrement, ce webinaire est organisé dans le cadre des rencontres santé-travail au sein de la Bretagne. Alors, je suis Katia Bourboitin, je suis toxicologue industrielle à la ST35 et je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue médecin du travail, le docteur Marie-Aude Renou, qui se présentera tout à l'heure lorsqu'elle elle va prendre la parole sur les questions plus médicales. Alors, la ST35 fait partie de l'association régionale Présence Bretagne, au même titre que 9 autres services de santé au travail. Présence Bretagne, ça représente environ 750 000 salariés suivis et environ 70 000 entreprises adhérentes. Environ 850 professionnels suivent ces salariés, dont 218 médecins du travail, 104 infirmiers, 138 préventeurs spécialisés et 274 secrétaires médicales. Alors aujourd'hui, partout en France, ces rencontres sont organisées. C'est l'occasion pour nous de vous présenter l'ensemble des actions qui sont menées au quotidien par les professionnels de santé au travail. Et la thématique qui va nous occuper aujourd'hui, c'est grossesse et travail. Et plus particulièrement, on va essayer de vous montrer comment on peut concilier grossesse et travail en toute sécurité. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du contexte régional, ce qui se passe en Bretagne relatif effectivement à la grossesse au travail, donc les arrêts de travail qui peuvent être pris dans ce cadre. On va vous parler aussi de la réglementation autour du droit du travail lié aux femmes enceintes, des risques qui sont liés au travail, mais aussi à la vie quotidienne, du suivi spécifique de la femme enceinte et de la femme allaitant aussi au travail, des risques professionnels et des obligations de l'employeur. Et puis, pour terminer, on vous parlera aussi du rôle du service médical, autrement dit, du médecin conseil au sens un peu plus large. Alors effectivement, aujourd'hui, en Bretagne, 73% des femmes ont un arrêt de travail pendant leur grossesse, avant le congé légal. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, la Bretagne est en rouge, soit 10% de plus que la moyenne de la France, en fait. Donc cette atypie a fait l'objet effectivement d'un intérêt particulier dans le cadre de l'assurance maladie. Et seulement un tiers de ces arrêts sont moins de 15 jours, donc des arrêts plutôt longs. Et ce contexte a motivé une réflexion qui est issue d'une commande de la commission paritaire régionale des médecins. Et cette commission, elle est composée de représentants de médecins libéraux et des organismes d'assurance maladie. Un groupe de travail s'est constitué autour de cette question il y a quelques mois. Il était constitué de professionnels de santé, de représentants de la santé au travail, des experts de l'assurance maladie, et on avait envie de conduire des actions en direction des employeurs, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque c'est à vous qu'on s'adresse, aussi les professionnels de santé dans un second temps, et également évidemment en direction des assurés salariés. Alors, ce groupe de travail poursuivait deux objectifs principaux. Promouvoir l'amélioration des conditions de travail des femmes enceintes, hein, évidemment dans la perspective de leur permettre de travailler plus longtemps et surtout en toute sécurité. Et puis aussi d'aider les employeurs à anticiper ces situations. La grossesse n'est pas une pathologie, elle fait partie de la vie des femmes salariées. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir anticiper les risques qui sont spécifiques aux femmes enceintes pour pouvoir les limiter, les prévenir et ainsi que les femmes puissent mener leur grossesse dans des conditions idéales. Alors là, je vais lancer une petite vidéo qui va vous permettre de mieux appréhender la réglementation qui est relative au congé maternité et aux indemnités journalières, qui va vous parler aussi du droit du travail qui est applicable aux salariés enceintes. Et, et il convient aussi de préciser que pour qu'une femme enceinte puisse bénéficier de tous ces avantages, c'est dans son intérêt qu'elle déclare sa grossesse à l'assurance maladie, évidemment, et surtout qu'elle en informe son employeur dans les délais effectivement qu'elle le souhaite, mais le plus tôt possible, évidemment, est le mieux pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces éléments.
Donc je vais arrêter de partager le support et puis je vais lancer la petite vidéo. On se retrouve, juste après. Débit. Un peu. Il se passe rien de votre côté? Envoyez-moi un petit message s'il y a quelque chose qui se lance. Ah. Mmh. Pas censé. De débit. Mmh. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Sur la réglementation. Fonctionne pas. Il filme après le webinaire. On se laisse encore 2 minutes et puis bon, bah, je crois que c'est pas ça, je crois. Non, C'est pas le cordon. non, c'est pas le cordon. Débit.
Voilà, moi j'espère que vous avez pu, ça a fonctionné vers la fin, donc j'espère que vous avez pu visionner la petite vidéo dans son intégralité, sinon on vous l'enverra de toute manière en parallèle. Je vais laisser la parole à ma collègue, le docteur Marie-Aude Renaud, qui va se présenter puis, Bonjour. Pardon, le PowerPoint. On arrive. Voilà. Et voilà. Bonjour, donc je suis donc le docteur Marie-Aude Renaud, donc je suis médecin du travail à l'AST 35 à Rennes. Donc nous allons aborder donc les risques liés au travail et à la vie quotidienne. En préambule, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, chaque année, 530 000 enfants naissent de mères qui ont gardé donc une activité professionnelle pendant leur grossesse et que la grande majorité de ces enfants sont en très bonne santé. Mais il faut aussi préciser que certains risques professionnels, mais également dans la vie quotidienne, sont bien identifiés, tels que les risques chimiques, les risques physiques, biologiques, et qui peuvent avoir effectivement un impact sur le bon déroulement de la grossesse. Mais ce qui nous manque à aujourd'hui, ce sont des données et des études épidémiologiques pour bien évaluer ces risques à l'échelle individuelle, mais également à l'échelle collective. Il existe aussi également une interaction avec les risques psychosociaux et les risques environnementaux, ce qui peut entraîner donc une incompatibilité avec le bon déroulement de la grossesse, nécessitant un aménagement du poste de travail, voire une éviction temporaire au poste de travail. Certains secteurs d'activité professionnels sont considérés plus à risque pour la grossesse, mais également dès la phase préconceptionnelle. Et donc, il est important d'avoir une évaluation de ces risques, tout particulièrement pour les agents chimiques dangereux, que l'on appelle ACD. On identifie ainsi les risques reprotoxiques, qui peuvent être responsables de fausses couches à répétition, voire d'infertilité, le risque mutagène avec une altération des chromosomes, le risque tératogène responsable de malformations chez l'enfant, et enfin, il ne faut pas oublier le risque cancérigène pour la mère, mais également pour l'enfant. L'organisme maternel, pendant la grossesse, va subir des contraintes modifiant les capacités biologiques et fonctionnelles de la femme. Chaque trimestre de grossesse a ses caractéristiques quant au développement du fœtus. Mais s'il y a bien un trimestre qui est très important, c'est le premier trimestre qui est particulièrement délicat, car c'est là où se forment les principaux organes ainsi que le système nerveux qui se met en place. Petit souci pour avancer le diaporama. Oui, voilà. Comme je l'ai rappelé, donc, chaque trimestre de la grossesse a ses contraintes physiologiques et morphologiques. Au premier trimestre, on peut avoir donc une accélération du rythme cardiaque. On a surtout, ce qui remonte des femmes enceintes, ce sont les troubles digestifs à type de nausées, de vomissements, pouvant même entraîner chez certaines des malaises, des hypotensions. Au deuxième trimestre, c'est surtout la prise de poids, avec également des troubles musculo-squelettiques, des douleurs articulaires, voire même des sciatiques, responsables aussi d'une fatigue. Quant au troisième trimestre, la prise de poids, les modifications morphologiques peuvent être responsables de difficultés à se mobiliser, entraînant des problèmes lors des déplacements, voire même des pertes d'équilibre avec des risques de chute. De même, sur certaines tâches, il peut être difficile pour certaines femmes du fait de l'adaptation du système cardiovasculaire à la grossesse. En ce qui concerne le fœtus et l'enfant, on peut avoir apparaître des malformations, plus particulièrement avec l'exposition à des agents chimiques dangereux.
Il faut noter aussi le risque d'accouchement prématuré, qui peut être favorisé par l'intrication de facteurs économiques, psychosociaux, environnementaux et travail. Et c'est ce cumul qui va être responsable de ce risque d'accouchement prématuré. Les facteurs identifiés, ce sont donc les postures contraignantes, le travail sur machine, la charge physique, également la charge mentale et éventuellement un environnement de travail fatigant. On peut noter aussi des retards de croissance intra-utérin qui vont être responsables d'un petit poids à la naissance et, à l'extrême, une mort in utero. Et chez l'enfant, on peut relever des troubles du développement neurocognitif. Qu'en est-il des risques dans la vie quotidienne? Également, on peut aussi avoir un impact sur le bon déroulement de la grossesse chez la femme, tels que les trajets domicile-travail, notamment l'utilisation de la voiture ou des transports en commun, le stress. Il faut noter aussi que la précarité peut être responsable aussi d'un risque de prématurité et qu'une femme enceinte en situation de précarité voit ce risque augmenter. La conduite automobile, mais tout particulièrement dans le cadre de l'activité professionnelle, en lien avec la durée des trajets, la fréquence des montées et descentes de la voiture, également le risque de collision qui peut avoir entraîné des chocs directs chez le fœtus. L'utilisation de transports en commun qui favorise la promiscuité et également aussi un risque de chute et de choc. Les horaires de travail, notamment les horaires avec une forte amplitude, le travail sur 12 heures, par exemple, en milieu de soins, peut être très difficile chez une femme en fin de grossesse. Les horaires décalés, 2-8, 3-8, de même que le travail de nuit, sont des facteurs de pénibilité chez la femme enceinte. D'autres facteurs plus physiques, tels que la station debout prolongée, les gestes répétitifs au niveau des membres supérieurs, mais également les contraintes rachidiennes dans les mouvements de flexion-extension, le port de charges lourdes sont aussi des facteurs de risque. Quel suivi pour la femme enceinte et la femme allaitante au travail? Médecins du travail, acteurs de prévention, nous sommes très souvent sollicités par les employeurs, les femmes enceintes, les professionnels de la périnatalité, la femme voulant s'assurer qu'elle ne fait pas courir de risque à l'enfant qui va naître. Ce suivi spécifique est nécessaire afin de préserver la santé de la future mère, protéger l'enfant à naître et s'assurer que l'environnement professionnel puisse garantir un allaitement de qualité lors du retour au travail, l'employeur ayant par ailleurs une obligation de sécurité. Le rôle du médecin du travail est d'informer la femme si un ou des risques sont repérés au poste de travail. L'information est délivrée aux femmes en âge de procréer, à la femme enceinte ou allaitante, et elle est délivrée lors de l'affectation sur le poste, mais également lors de visites à la demande, ceci afin d'adapter le suivi médical et proposer, le cas échéant, des aménagements de poste, voire un changement temporaire de poste. Quand est-ce que cette information est délivrée? Donc, je vais vous rappeler les visites réglementaires. Donc, la visite d'information de prévention initiale, appelée donc VIPI. Cette visite est réalisée dans le délai de 3 mois qui suit la prise effective du poste de travail. Elle est réalisée par un professionnel de santé, peut être le médecin du travail, l'infirmier en santé au travail, le collaborateur médecin ou un interne. Cette visite est renouvelée avec une périodicité maximale de 5 ans,
mais le médecin du travail peut raccourcir ce délai pour certains publics, les travailleurs de nuit, les titulaires d'une reconnaissance de travailleur handicapé ou d'une pension d'invalidité, cette périodicité étant ramenée à 3 ans. Pour certains risques relevant d'un décret, qu'on appelle les CIR, il s'agit d'un examen médical d'aptitude, notamment pour les expositions à des agents biologiques du groupe 3 et 4, l'amiante, le plomb, les rayonnements ionisants et les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Il s'agit donc d'un examen médical d'aptitude qui est préalable à l'affectation au poste, qui est réalisé par le médecin du travail, renouvelé selon une périodicité maximale fixée à 4 ans, avec dans l'intervalle à 2 ans une visite intermédiaire qui va être réalisée par un professionnel de santé, qui peut être également le médecin du travail, mais également aussi l'infirmier en santé au travail. La visite de pré-reprise, qui a lieu pendant l'arrêt du travail, qui est obligatoire si l'arrêt est supérieur à 3 mois. Cette visite est réalisée à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale. Suite à cette visite de pré-reprise, le médecin du travail peut préconiser des aménagements ou adaptations du poste de travail, voire des formations professionnelles en vue de favoriser le maintien au poste. Quant à la visite de reprise, elle est obligatoire après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle et ce, quelle que soit la durée de l'arrêt, une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Cette visite est réalisée par le médecin du travail dans les 8 jours qui suivent la reprise et c'est par contre l'employeur qui doit en faire la demande auprès du service de santé au travail. Mais il est important de rappeler qu'à tout moment, une salariée a la possibilité de demander une visite médicale auprès du médecin du travail. De même, l'employeur a aussi cette faculté de demander un rendez-vous, cette demande devant être argumentée par écrit et par ailleurs, il doit informer la salariée de cette demande de rendez-vous. L'évaluation des risques au poste de travail est donc réalisée lors de l'interrogatoire, lors de la visite médicale, mais il peut être également nécessaire de réaliser une étude de poste approfondie, cette étude pouvant être faite par le médecin du travail, mais également par un membre de l'équipe pluridisciplinaire. Par équipe pluridisciplinaire, on entend l'infirmier en santé au travail, mais également les autres acteurs de prévention, à savoir ergonomes, toxicologues, ingénieurs hygiène et sécurité, techniciens de prévention. L'objectif étant d'analyser la situation de travail et de mettre en place des actions pour protéger la salariée, soit en aménageant le poste de travail, soit en demandant un changement de poste, voire une éviction, mais qui sera temporaire. Je vais repasser la parole à Katia Bourboitin. Alors, maintenant que ma collègue vous a expliqué les différents modes de visite et aussi la manière dont le médecin du travail pouvait interagir avec les salariés, mais aussi vous, employeur, je vais essayer de vous parler des risques professionnels et en premier lieu, évoquer avec vous, évidemment, quand on parle des risques professionnels, des obligations qui vous incombent. Alors d'abord, vous parlez des obligations de l'employeur en amont de la grossesse, c'est-à-dire, en permanence, pour quel que soit, le salarié qui est dans votre entreprise, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques, vous le savez certainement et ceci doit se traduire par l'établissement d'un document unique avec une mise à jour, annuelle. Pour ce qui est plus spécifique du risque particulier lié aux femmes enceintes, hem, normalement l'employeur doit informer les salariés et ES, hein, quand il les affecte à un poste qui potentiellement pourrait présenter un risque particulier pour la grossesse. Évidemment, pour le faire, il faut avoir évalué correctement ces risques et avoir été capable d'établir la liste des postes ou des tâches, tout simplement, qui présentent un risque d'incompatibilité avec une grossesse.
Dans le cas où donc c'est pour ça qu'on conseille très fortement d'avoir réalisé cette évaluation du risque en amont de la grossesse, comme ça, l'ensemble des acteurs de l'entreprise sont au courant des postes ou des tâches qui sont incompatibles. Et une fois qu'on a fait, cette évaluation, l'employeur se doit de délivrer une information sur les effets potentiels des substances toxiques pour la fertilité s'il en a identifié. Donc toxiques pour la fertilité, l'embryon, ou pour le fœtus, et également avoir identifié également, les substances qui seraient, toxiques pour l'allaitement. Toutefois, la plupart du temps, ce sont à peu près les mêmes, hein. L'employeur aussi, on l'encourage à sensibiliser les femmes à la nécessité de déclarer leur état de grossesse le plus précocement possible. Évidemment, c'est la liberté de chacune de pouvoir, prendre, le temps nécessaire pour le faire. Toutefois, on vous l'a dit, depuis le début, pour pouvoir bénéficier de tous les avantages liés à la législation, et au code du travail liés à la grossesse, eh bien, il y a tout intérêt à prévenir son employeur suffisamment tôt. Alors, pour des raisons, d'indemnisation évidemment, mais également évidemment pour une question de risque professionnel puisque, dès les premiers jours de la grossesse, les risques peuvent avoir des conséquences importantes. Alors ça, c'était, en amont de la grossesse et par contre, après la déclaration de grossesse de la salariée auprès de son employeur, si on n'a pas fait l'évaluation effectivement, dont on parlait tout à l'heure, à ce moment-là, au moment de quand la grossesse est déclarée, l'employeur doit évaluer les risques qu'il n'a pas fait avant et proposer des aménagements dont certains sont réglementaires, on le verra tout à l'heure. C'est le cas par exemple du travail de nuit ou de l'exposition à certains risques particuliers qui sont énumérés, dans une diapo, suivante. Et dans ce cas, s'il est impossible d'affecter la salariée à un autre emploi, le contrat est suspendu et la salariée peut bénéficier d'une garantie de rémunération. On verra plutôt à la fin de ce webinaire. Et évidemment, comme je vous disais, l'employeur doit respecter la législation qui concerne les travaux interdits ou réglementés, dont on va, évoquer la liste maintenant. Alors les voici ces travaux, interdits ou réglementés. Alors ils sont issus du code du travail. Alors, ils sont finalement, assez divers. Vous voyez, les risques sont partagés là sur les différentes cases. Mais toutefois, ils sont pour une grande majorité un peu obsolètes puisque le code du travail n'a pas forcément beaucoup évolué sur ces questions et en ce qui concerne par exemple l'exposition à des agents chimiques dangereux, on a une liste de substances qui sont plutôt anciennes, dont la majorité, ne sont quasiment plus utilisées, dans les entreprises, enfin dans l'industrie. Alors, certains le sont encore, mais toutefois, il existe désormais des substances qui présentent un danger, important pour la grossesse, mais qui ne figurent pas, dans la liste de ces agents, chimiques dangereux, des travaux interdits. Alors, comme vous pouvez le voir, on ne va pas tous les citer, mais il y a en particulier les agents, classés, toxiques pour la reproduction, ce qu'on appelle les reprotoxiques, de catégorie 1A et 1B, mais par exemple, ne s'y trouvent pas, les agents mutagènes ou les agents cancérogènes et ma collègue le docteur Renaud tout à l'heure vous disait qu'effectivement ces produits et ça paraît évident, sont évidemment, présentent évidemment des dangers pour l'enfant à naître. Et il y a évidemment le plomb et certains pesticides ou produits, antiparasitaires. Ça, c'est pour ce qui concerne les agents chimiques. On développera un petit peu plus tout à l'heure sur cette partie-là. C'est mon métier, je suis toxicologue industrielle, donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Il y a évidemment tous les risques qui sont liés au rayonnement ionisant, spécifiquement, ceux qui relèvent du classement en catégorie A. Il y a aussi les risques qui sont liés aux champs électromagnétiques. Alors c'est évidemment sous condition, c'est les champs électromagnétiques, forts, hein, le fait d'avoir un téléphone portable ou juste un écran devant soi ne présente pas un risque, lié aux champs électromagnétiques, bien entendu. Il y a les risques qui sont liés aux agents physiques ou à l'activité physique. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, ça parle de lui-même. On a un vocabulaire et des travaux qui n'ont plus trop lieu, d'exister, enfin, pendant ce temps, on parle de transport, en brouette ou avec un diable, d'utilisation de marteaux-piqueurs, et alors ça, vous voyez, c'est un petit peu obsolète. Toutefois, ça montre, aussi que des travaux qui sont très impactants et qui demandent une implication physique importante, évidemment, doivent être interdits aux femmes enceintes. Elles sont comme vous pouvez le voir, pas autorisées à porter des charges au-dessus de 25 kilogrammes. Toutefois, si vous portez,
plusieurs fois, voire 100 fois une charge de, 5 ou 6 kilos toute la journée, à la fin, vous avez soulevé plusieurs tonnes, donc tout ça, c'est à estimer par le médecin du travail, effectivement. Il y a les risques biologiques, alors ceux qui sont vraiment interdits, c'est les activités qui exposent à la rubéole ou à la toxoplasmose, si la salariée n'est pas immunisée. Et puis le travail de nuit où là, une salariée peut demander la possibilité de changer d'affectation sur un poste de jour. Ça doit lui être accordé, si, il y a la possibilité de le faire dans l'entreprise. Alors ce que je vous disais effectivement, hein, quand, la salariée est exposée à ces risques particuliers, qui sont définis par la voie réglementaire, l'employeur doit proposer un emploi compatible avec l'état de santé. Faire connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs éventuels qui s'opposeraient à cette affectation temporaire, si effectivement il n'y a pas de poste ou si les postes, possibles sont déjà occupés par d'autres personnes, on se doute bien que c'est compliqué pour l'entreprise. Et dans ce cas-là, le contrat est suspendu, mais la salariée n'est pas déclarée inapte, bien entendu. Alors, juste je vous rappelle que l'intérêt, c'est pour l'employeur, c'est effectivement d'avoir évalué ces risques, de les avoir retranscrits dans le document unique et d'avoir quelque part dans son document unique un feuillet, un endroit, une petite case qui établit la liste des tâches et des postes qui seraient incompatibles avec une grossesse ou un allaitement. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, on va essayer d'évoquer quelques risques, qui sont spécifiquement, identifiés comme, dangereux pour la grossesse. Alors il y a le cas du risque biologique. Alors quel risque? Pas tous évidemment, hein. Ceux qui sont identifiés, c'est le virus de la rubéole, par exemple, le CMV, cytomégalovirus qui est plutôt porté par les enfants en bas âge, le virus de la varicelle, quand les femmes n'ont pas été immunisées, les virus de l'hépatite B, C, évidemment, le HIV, les listeria qui provoquent effectivement, des dommages, potentiellement importants, dont des avortements prématurés chez la femme enceinte, et des parasites comme le toxoplasme ou le palu. Alors les principales professions qui sont exposées, vous l'aurez compris, c'est principalement les professions de santé, hein, médecins, sages-femmes, infirmières, et les métiers de soins ou de laboratoire, hein. Les professions de l'enfance, donc là plus particulièrement, les virus, type cytomégalovirus et varicelle, hein, donc, les femmes qui travaillent dans les crèches, les milieux scolaires, les PMI, mais aussi comme aide à domicile et toutes les professions en contact avec les animaux. Alors ça peut être, assez large, hein, ça peut être la filière, agroalimentaire, du côté, abattage par exemple, ou alors, les éleveurs animaliers, les inséminateurs, vétérinaires, assistantes vétérinaires, ceux qui travaillent dans cette filière. Donc ça va être vrai, c'est un message qu'on passe pour l'ensemble des risques, mais dans ce type de risque, qui peut être, impactant dès les premiers jours ou semaines de grossesse, l'intérêt, c'est d'inciter ces femmes à rencontrer le médecin du travail afin d'évaluer le risque professionnel, mais évidemment, idéalement en amont de leur grossesse. Donc comme vous le disait, ma collègue le docteur Renou, lors des rencontres avec le médecin du travail ou si, par exemple, une femme a un projet de grossesse, donc de conception, ne pas hésiter à prendre rendez-vous ou à l'évoquer avec son gynécologue. Alors je vois que j'ai une petite question. Bon, peut-être qu'on y répondra tout à l'heure. Pourquoi l'employeur ne peut pas demander une pré-reprise afin d'anticiper son retour dans les meilleures conditions? Bah, je laisserai ma collègue, docteur Renou vous répondre tout à l'heure en fin de webinaire. Alors, le risque chimique. Alors, juste un petit constat, on sait aujourd'hui que les bébés naissent avec plusieurs dizaines de substances chimiques toxiques dans leur organisme. Donc ça, c'est évidemment pas très, très réjouissant. Parmi lesquels un grand nombre de perturbateurs endocriniens, ça c'est le réseau environnement santé qui le dit. Alors évidemment, ces substances, elles ne sont pas toutes issues, heureusement, de l'environnement de travail. Elles viennent aussi de l'environnement domestique, hein, via les cosmétiques, l'alimentation, les polluants du bâtiment ou les polluants de la rue tout court, mais elles viennent aussi de l'environnement de travail. Il y a des tâches qui sont plus ou moins exposantes en fonction des secteurs d'activité. Elles peuvent être exposées soit par voie cutanée, voie respiratoire ou voie orale. Et puis, sans oublier aussi dans l'environnement de travail, la coactivité. Effectivement, quelqu'un, j'aime bien citer l'exemple du garage automobile où effectivement les mécaniciens travaillent à l'atelier, donc on peut estimer relativement bien leurs risques. Toutefois,
la personne qui travaille au secrétariat juste à côté, peut-être dans un bureau qui est pas très bien fermé, peu ventilé, va, potentiellement être exposée au même risque ou peut-être de manière légèrement plus modérée, mais elle aura pas un suivi spécifique et effectivement, elle peut être exposée au même risque que ces mécaniciens automobiles, par exemple. Alors, heu, il y a différentes réglementations, hein, qui existent, on vous en a parlé, le code du travail, mais aussi, les valeurs limites. Alors ces valeurs sont des valeurs seuils, qui ne doivent pas dont la concentration de certaines substances ne doivent pas être dépassées dans l'environnement de travail. Elles sont fixées par la direction générale du travail et quand dans une industrie ou n'importe quelle entreprise, on a un risque chimique, on doit s'assurer que la concentration de ces substances ne dépasse pas cette valeur seuil. Toutefois, il n'existe pas de valeur spécifique pour les femmes enceintes, alors qu'effectivement, il y a une fragilité particulière, lorsqu'elles elles attendent un bébé, bien entendu. Donc, il y a aussi, la réglementation européenne, hein, qui est, heu, qui est donnée par ce qu'on appelle l'ECHA, qui a mis en place, il y a maintenant une dizaine d'années, un système, d'étiquetage des substances chimiques qui est, partagé dans l'ensemble des pays européens. Et puis, il y a aussi la définition des perturbateurs endocriniens qui a été fixée, en 2017, maintenant il y a quelques années, qui nous a permis d'avancer un peu sur cette question au niveau européen. Donc toute, cette législation n'a qu'un seul objectif évidemment, c'est de protéger, les femmes enceintes. Alors je vous l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est très important. Le risque chimique, il y a un danger sur l'ensemble du cycle de reproduction et au-delà. Alors quand je parle de cycle de reproduction, j'entends aussi, fécondation, donc en amont, de la grossesse. Ceci est vrai d'ailleurs chez les hommes et chez les femmes, même si la durée est peut-être moins importante chez les hommes, la spermatogénèse a lieu environ pendant 3 mois, donc dans les 3 mois qui précèdent, la conception, les gamètes, mâles peuvent avoir été affectés, par un mutagène, un cancérogène, un reprotoxique. Donc effectivement, c'est quelque chose en tout cas qu'il faut aussi, appréhender quand on parle de risques, autour de la grossesse. Et puis évidemment, les toutes premières semaines de grossesse, c'est les 8 premières semaines qui sont une période critique quand on parle d'exposition aux risques chimiques. Évidemment, vous allez me dire, ce sont en général les semaines où l'employeur n'est pas au courant, parfois même la femme n'est pas au courant de sa grossesse, d'où l'intérêt, d'avoir, évoqué ces questions-là en amont. Et dès qu'on le sait, de pouvoir, si on a une confiance, suffisante auprès de son employeur, bah, évidemment lui en parler et si c'est pas forcément le cas ou on n'a tout simplement pas envie, ne pas hésiter à prendre un rendez-vous avec son médecin du travail dès qu'on a connaissance de sa grossesse et qu'on pense qu'un risque dans l'entreprise est présent. En général, le médecin du travail vous recevra dans un délai très rapide puisque les femmes enceintes sont en général prioritaires. Donc voilà, ce qu'on vous parlait, l'intérêt d'informer les hommes et les femmes en amont de la conception. Alors, comment on agit quand on parle de risques chimiques, et comment on intervient dans les entreprises? Notre but, évidemment, c'est toujours de s'assurer de la compatibilité entre la grossesse et les conditions de travail. Donc, souvent, on intervient, bah, quand une femme enceinte est venue, à sa demande voir le médecin du travail et qu'elle est inquiète sur ses conditions de travail. Donc, en général, il y va lui-même ou alors il fait appel au préventeur, comme vous a dit ma collègue. Donc, moi, je peux être amenée à aller sur le poste, ah bah, voici la liste des différentes choses que je peux être amenée à faire, hein. Je repère, les agents chimiques qui sont présents, les cancérogènes, mutagènes. J'essaie d'appréhender les quantités, les fréquences d'utilisation, les voies d'exposition, les mesures de protection collective et individuelle qui sont déjà mises en place. Je regarde l'hygiène au poste. Alors dans l'hygiène au poste, j'entends est-ce qu'on mange au poste? Est-ce qu'on le poste est régulièrement nettoyé? Et cetera, et cetera. Puis évidemment à côté, ça c'est mon travail de toxicologue, je vais aller rechercher des données bibliographiques, des données expérimentales, des études épidémiologiques, des études de cas qui ont pu avoir lieu et puis si est nécessaire, on va, mettre en place une surveillance des atmosphères de travail, avec, des méthodologies, enfin de la métrologie, qui va nous donner un reflet d'exposition par voie respiratoire et aussi on va, éventuellement, faire une surveillance biologique qui aura plutôt un intérêt de traçabilité. Et évidemment, tout ça, on doit le faire dans un délai très rapide, vous l'aurez compris. Alors, un ou 2 retours d'expérience, concernant ce risque chimique, heu
là, c'était il y a quelques années, l'exposition d'une technicienne, au styrène. Alors c'était une jeune femme de 30 ans, opératrice de fabrication dans une entreprise qui fabriquait, des silos en résine polyester. Alors elle avait fait état, au médecin du travail lors d'une visite, périodique, qu'elle avait, subi plusieurs fausses couches, durant ces dernières années, sans pouvoir mener à bien une grossesse. Évidemment, le médecin du travail, ça l'a immédiatement alertée et a déclenché une étude de poste, au sein de cette entreprise où, a été réalisée une métrologie d'ambiance. Alors effectivement, là, c'était entre guillemets «un cas idéal» puisque cette salariée n'était pas encore enceinte, mais elle avait un projet de conception. Donc on a pu réaliser une étude de poste, dans un confort, temporel, plus agréable. Malgré tout, on a mis en évidence une très forte exposition au styrène qui est un solvant, utilisé dans ce type d'industrie et qui est un reprotoxique, avéré, qui est connu pour, provoquer des malformations fœtales, comme une grande majorité des solvants d'ailleurs, qui provoque aussi des fausses couches et qui est un perturbateur endocrinien. Donc ce qui a été, décidé en accord avec l'employeur d'ailleurs, puisque la salariée était d'accord pour, pouvoir partager, cela avec son employeur, c'est qu'il y ait un retrait du poste dès les premiers jours de la grossesse, donc dès la connaissance de cette grossesse de la part de la salariée, avec une proposition de reclassement au sein de l'entreprise. Donc une histoire qui finissait plutôt bien et cette salariée a pu tomber enceinte dans les quelques mois qui ont suivi. Donc on espère que cette action a pu a pu être à l'origine de cet heureux événement. Autre contexte, une jeune vétérinaire, qui était inquiète, toxo-négative. Et évidemment, dans une clinique vétérinaire, on peut être exposé via les excréments des chats au toxoplasme. Et puis évidemment, elle, c'était ça qui l'inquiétait, mais le médecin du travail, effectivement, il était inquiet aussi pour d'autres types d'expositions qui sont présentes, dans un cabinet vétérinaire, particulièrement quand on est vétérinaire. C'est évidemment le risque biologique, les rayonnements ionisants, puisqu'il y a des radios, et puis les radios sont souvent soit interventionnelles, mais aussi avec une contention nécessaire, puisqu'un animal, on ne lui demande pas de tendre la patte ou on est obligé de le tenir pour qu'il puisse se mettre dans la position adaptée. Et puis il y a des risques CMR avec des produits abortifs, par exemple. Donc j'ai été chargée d'aller réaliser cette étude de poste et au-delà des risques qui avaient pu être évoqués, par la salariée et le médecin du travail, j'ai mis en évidence des problèmes de captage des anesthésiques gazeux dans cabinet vétérinaire. Et effectivement, d'être exposé à chaque fois qu'on fait une intervention chirurgicale sur un animal à des anesthésiques gazeux qui n'étaient pas, évacués de la pièce de chirurgie, vous imaginez, l'impact que ça peut avoir. Donc là, je vous ai juste parce que je vous ai parlé des valeurs limites d'exposition professionnelle, j'ai juste mis un petit tableau qui vous rappelle qu'il existe des valeurs limites d'exposition professionnelle qui peuvent être différentes en fonction des pays. Donc vous voyez en France, dans le cas de l'isoflurane, qui était l'anesthésique gazeux, en question ici, et on ne doit pas dépasser, 2 ppm dans l'environnement, de travail. En Suisse, en Allemagne et en Suède, par exemple, on est à 10 et hem et aux États-Unis, on est inférieur. Les États-Unis sont souvent, beaucoup plus exigeants en termes de valeurs limites d'exposition professionnelle que les Européens en général. Donc pour cette salariée, il y a une éviction de certaines tâches, dont les opérations, les radios et les contacts avec les chats. Alors je vous accorde que ça limite, grandement son travail, mais son employeur a été d'accord, au moins pendant quelques mois, de lui permettre de réaliser avec une étudiante, une étude bibliographique qui lui a permis, de compenser, le travail qu'elle ne pouvait pas faire au sein du cabinet. Voilà. Peut-être une dernière diapo pour vous parler d'un autre risque qui est peut-être moins connu lié à la grossesse, c'est le risque qui est lié au bruit. On sait désormais, enfin déjà depuis quelques années, même si c'est un risque qui est pas beaucoup pris en compte, que du 6e au 9e mois, l'oreille du fœtus est quasiment achevée et donc elle est particulièrement, vulnérable au bruit, ce qui est pas du tout le cas dans les premiers mois de la grossesse, hein. Et en plus, on sait que ce sont les bruits plutôt riches en basses fréquences et de forte intensité qui peuvent atteindre la cochlée du fœtus, pour une simple raison, c'est que ces bruits, basses fréquences et de forte intensité ont la capacité de franchir, le muscle utérin et donc à aller jusqu'au fœtus. Je vous ai mis un petit spectre, de bruit qui peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est juste,
pour montrer qu'en général, en milieu de travail, on va mesurer, les niveaux de bruit en décibels et on les mesure, en décibels pondérés A, ce qu'on appelle le Lex 8 heures et par contre, on n'approche pas la pondération C qui est utilisée normalement pour mesurer les bruits de crête. Toutefois, il serait vraiment intéressant d'aller mesurer cette pondération C, dans le bruit puisque en fait, c'est ce qui va prendre en considération les basses fréquences et celles qui sont les plus néfastes, pour le bébé, enfin en tout cas l'enfant à naître et donc désormais, quand on fait des études de bruit, particulièrement dans des ateliers où il y a une forte, présence de femmes, de jeunes femmes, on propose à l'entreprise de faire cette pondération et ça nous donne une idée, de la présence de ces basses fréquences et de leur intensité et donc d'avertir l'employeur que cet atelier, par exemple, peut être particulièrement néfaste pour, des femmes au dernier enfin, à partir du 6e mois, puisque même si elles portent des bouchons d'oreilles, vous l'aurez compris, ça n'a aucun impact sur la transmission du bruit, à travers le ventre de la maman jusqu'au fœtus. Voilà pour, les risques professionnels. Je vais, pour terminer, repasser, la parole à ma collègue, pour vous parler, dans ces 10 dernières minutes, du maintien au poste d'une salariée enceinte et surtout les moyens qu'on peut utiliser pour pouvoir la maintenir au poste. Bien, bien. Alors, on va effectivement parler des différentes possibilités pour maintenir cette salariée enceinte au poste de travail. Dans un premier temps, je vais juste rappeler le rôle du service médical de l'assurance maladie, c'est-à-dire du médecin conseil de la sécurité sociale. Donc, lui, il vérifie qu'effectivement, l'arrêt médical a une justification, l'arrêt de travail plutôt, a une justification médicale. C'est-à-dire que pendant la grossesse, il peut effectivement avoir un risque avéré pour la femme enceinte, voire même pour l'enfant à naître. Ce risque a été identifié par le gynécologue en lien avec le médecin traitant ou éventuellement d'autres spécialistes de la grossesse. Et donc, il peut être justifié donc de suspendre l'activité professionnelle en fonction de la pathologie identifiée ou bien de la nature de ce risque. Donc, seul le médecin traitant ou le gynécologue peuvent donc prescrire un arrêt de travail. Par contre, si aucun risque n'est identifié, la grossesse en soi ne constitue pas un état pathologique pouvant justifier d'un arrêt de travail, bien sûr en dehors du congé légal de maternité. Bon, de même, au cours de la grossesse, il peut y avoir des affections intercurrentes, le plus souvent bénignes, qui peuvent entraîner des arrêts, par contre, de courte durée. Donc, quels sont les types d'arrêts de travail qui peuvent être prononcés pendant la grossesse? Donc, le congé pathologique prénatal, donc je pense que beaucoup le connaissent sous les 15 jours, ce qu'on appelle les 15 jours patho. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de les placer souvent avant le congé, je dirais, réglementaire de maternité. Mais en fait, il faut savoir que ce congé pathologique prénatal peut être accordé bien avant le début du congé prénatal et sur prescription médicale. Et en fait, il y a une période supplémentaire de congé de 2 semaines. Donc ces 2 semaines peuvent être, de 14 jours maximal consécutives ou fractionnées. Et donc, il n'y a pas nécessité qu'il soit prescrit d'un seul tenant, il peut être utilisé en tant que de besoin. L'arrêt de travail, donc il est prescrit pour un motif d'ordre médical, après une évaluation du bénéfice de la prescription de cet arrêt de travail dans la prise en charge médicale de la patiente. Et si effectivement l'état de la patiente ne permet pas sa reprise de travail, il y aura une évaluation régulière de la part du médecin traitant ou du gynécologue. Enfin, le temps partiel thérapeutique, effectivement, ça peut être une alternative à l'arrêt de travail complet. Il peut être utilisé au cours de la grossesse et ce, lorsque les conditions médicales le permettent. Et par contre, ça doit être soumis à l'accord aussi de l'employeur, puisque en termes d'organisation, il faut pouvoir vérifier que ça peut être mis en place dans l'entreprise. Donc, quelques mots sur l'allocation journalière de maternité.
On vous a tout à l'heure, Madame Bourboitin vous a parlé donc de certains risques, qui sont couverts, d'un point de vue réglementaire, notamment le travail de nuit, l'exposition chimique à certains risques, chimiques, pardon, ou risques biologiques. Et donc dans ce cas, la salariée peut bénéficier d'un aménagement de son poste de travail. À défaut, le code du travail prévoit que l'employeur doit suspendre le contrat de travail jusqu'au début du congé prénatal. En contrepartie, la salariée pourra prétendre à une rémunération composée à la fois d'une allocation journalière versée par la CPAM et d'un complément à la charge de l'employeur. Pour cela, il faut que l'employeur fournisse une notification d'impossibilité de reclassement ou d'adaptation du poste dans l'entreprise. Cette demande est faite sur un formulaire spécifique qui, par l'assuré, adressé à sa caisse, et ce, sans prescription d'arrêt de travail. Alors, deux exemples là sur justement cette allocation journalière de maternité. La première, donc, c'est une jeune femme, donc technicienne de laboratoire, qui vient d'être embauchée en CDD, qui est donc en tout début de grossesse, puisqu'elle était à 6 semaines de grossesse, et qui s'inquiète par rapport effectivement aux risques, notamment aux risques biologiques et chimiques du poste de travail. Donc, elle consulte le médecin du travail pour s'assurer que son poste est compatible avec son état de grossesse. Une étude de poste a donc été réalisée par la toxicologue à la demande du médecin du travail et qui a montré qu'il y avait effectivement une exposition à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Et ces agents étaient présents dans des bouts qui étaient donc analysés par cette technicienne de laboratoire. Donc l'employeur ne pouvant pas lui proposer un autre poste, on a pu argumenter auprès du médecin conseil qu'il y avait donc impossibilité d'adapter le poste, de changement de poste, et là donc la salariée en question a pu bénéficier de cette allocation journalière de maternité. Un deuxième exemple différent concernant le travail de nuit. Donc là, il s'agit d'une jeune femme qui est agent de sécurité mobile de nuit, qui travaille en CDI, qui consulte donc le médecin du travail alors qu'elle est à 3 mois de grossesse, car elle est inquiète concernant, d'une part, les risques physiques liés à son poste de travail, notamment aussi les risques d'agression, puisqu'elle travaille seule, elle conduit une voiture, elle fait des ouvertures et fermetures de sites, elle répond éventuellement à des interventions sur alarme, donc un poste de travail isolé, et également fatigue en lien avec donc le rythme du travail de nuit. Donc le médecin du travail l'informe qu'elle peut demander à passer sur un poste de jour. L'employeur consulté nous répond que malheureusement, il ne peut pas lui proposer un changement d'affectation. Et donc, au vu de l'impossibilité de l'affecter sur un poste de jour, plus les contraintes physiques liées à son poste de travail, cela justifie donc effectivement que la salariée puisse bénéficier de l'allocation journalière de maternité. Voilà, donc nous allons vous remercier pour votre attention. Je vais répondre juste à la question qui a été posée, sachant pourquoi l'employeur ne peut pas demander une pré-reprise afin d'anticiper son retour dans les meilleures conditions. Alors, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, la visite de pré-reprise, en fait, elle a lieu pendant un arrêt de travail. Et d'un point de vue strictement juridique, l'arrêt de travail entraîne une suspension du contrat de travail. Ce qui veut dire qu'effectivement, l'employeur de lui-même ne peut pas procéder à une demande de rendez-vous, contrairement aux autres visites, visites de reprise, visites d'information et de prévention ou examen médical d'aptitude. Par contre, si l'employeur a un contact avec la salariée en question, il ne peut que l'encourager à solliciter cette visite auprès du médecin du travail, c'est-à-dire que c'est la salariée elle-même qui s'adresse à son médecin du travail pour demander un rendez-vous. Et ensuite, effectivement, le médecin du travail reviendra vers l'employeur pour faire des préconisations d'aménagement de poste ou voir comment la salariée peut revenir à son poste dans les meilleures conditions. Voilà. Peut-être avez-vous d'autres questions, n'hésitez pas via le chat.
On a encore quelques secondes. Ouais, même ça ira un petit peu plus loin, hein. N'hésitez pas à poser quelques questions s'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou si vous avez. Ah, merci. Pas de questions particulières? Bon, j'espère que. Ah. Où peut-on trouver les données sur le bruit? Alors, l'INRS donne des informations à ce propos et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail sur la boîte contact ou en demandant le service prévention de la ST35. Alors je ne sais pas si on est votre service de santé au travail de référence, mais sinon, vous avez là les services de santé au travail en région, n'hésitez pas à leur demander. Mais sur le site de l'INRS, vous taperez, bruit et grossesse et vous trouverez des éléments, en particulier pour ce risque particulier. Mais, je pourrais peut-être, je demanderai à notre assistante de communication, j'ai vu votre nom, si vous êtes inscrite avec une adresse mail, je pourrais peut-être vous envoyer des éléments si j'arrive à avoir votre adresse mail, via votre inscription au webinaire. Ah bah, très bien. Je pourrais vous envoyer des éléments dans ce cas-là. Alors, les gaz de soudure, brasure, vraiment voilà. Alors, la brasure, c'est différent de enfin, c'est une forme de soudure, tout dépend, à quoi, on fait allusion. Effectivement, tout ce qui est lié à la brasure, c'est-à-dire ce qu'on appelle la brasure tendre, hein, la la soudure, électronique à partir de fils, étain-plomb. Alors souvent, on l'appelle encore le fil étain-plomb, mais la plupart du temps, la quantité de plomb est très, très minime. Toutefois, là où il faut faire particulièrement attention, de toute manière, le plomb est un métal qui va s'accumuler dans le corps. Donc, le plomb qui a pu être accumulé en amont d'une grossesse va avoir aussi un impact sur la grossesse à venir, hein, plusieurs mois, voire plusieurs années en amont. Toutefois, les quantités de plomb qu'on peut absorber quand on fait de la brasure tendre sont relativement limitées. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plomb dans les fumées, puisque la température mise en œuvre est trop basse pour pouvoir vaporiser le plomb dans les fumées. Par contre, le risque de contamination, il est lié à la contamination manuportée, en fait. Le fait de tenir ce fil étain-plomb entre ses doigts et de porter à la bouche régulièrement, éventuellement, ses doigts, va provoquer une contamination par, par, par contact oral et donc éventuellement contaminer la personne. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. J'ai l'impression que le live s'est coupé. Ah, ça va, très bien. C'est très bizarre, ça nous a mis live terminé, j'ai eu un petit peu peur. Et donc, voilà, le risque, effectivement, c'est cette contamination manuportée. Donc, il faut encourager euh, les femmes en général, mais aussi les hommes, évidemment, qui font ce type de soudure, à laver régulièrement les mains et surtout à ne pas porter les mains à la bouche et à pas manger, boire directement, enfin voilà, pendant qu'on est au poste. C'est vraiment par ce moyen-là qu'on peut se contaminer au plomb. Après, il faut aussi choisir des fils avec une concentration en plomb la plus basse possible. Il y en a de plus en plus. Après, je sais que parfois il y a des exigences techniques qui l'empêchent, mais il faut vraiment faire attention à ça. Alors ça, c'est dans le cas de la brasure tendre. Alors évidemment, la soudure au sens large, hein, bah, là, il y a des expositions aux métaux et donc là, clairement, ouais, il faut faire une évaluation de risque, voir les moyens de protection collective qui existent dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a une aspiration à la source? Est-ce qu'il y a des moyens de protection individuelle type casque ventilé, et cetera? Si ce n'est pas le cas, ça reste des postes qui sont plutôt incompatibles avec une grossesse. Les métaux sont dangereux pour l'enfant à naître, clairement. J'espère avoir répondu à votre question. Oui. Peut-être d'autres questions? Je ne sais pas quand est-ce qu'on va être coupé. Le webinaire dure 1 heure, mais je crois qu'on a encore quelques minutes. Il nous laisse un petit peu de temps. Donc, s'il y a encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, je réponds à monsieur Astry ou Astrier, je ne sais pas. Si vous avez des questions vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à interroger votre service de santé au travail, hein, qui pourra venir faire une étude de poste, une évaluation qui vous permettra de mettre en amont
d'identifier en amont les postes qui sont incompatibles avec une grossesse, comme je vous disais tout à l'heure. Pas d'autres questions? Eh bien, si ce n'est pas le cas, merci à tous. J'espère qu'on a répondu à vos interrogations et puis si on n'a pas pu y répondre dans leur totalité, eh ben, n'hésitez pas à revenir vers vos services de santé au travail respectifs. Merci à tous et merci beaucoup. Au revoir.